Chahut média. Est-ce que l'islamophobie est un racisme ? Évidemment. Non, l'islam n'est pas une race. Non, mais, On peut critiquer l'islam. l'antisémitisme, c'est un racisme aussi. Mais l'antisémitisme, pour le coup... Mais ça... il n'indique pas dans le terme qu'il s'agit d'un racisme. Dans les 2 premiers épisodes de cette série, on a regardé d'où viennent l'antisémitisme et l'islamophobie. Comment ces haines se sont construites, comment elles circulent, comment ces 2 groupes ont été tournés l'un contre l'autre. Et puis on a vu combien la concurrence entre ces 2 souffrances n'est pas naturelle. Comment elle est fabriquée, entretenue. Les partis en jouent et polarisent le champ politique. Les minorités musulmanes et juives la subissent. Décrire les mécanismes de la haine, c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant. Dans ce 3e épisode, on pose une question différente, moins confortable, peut-être plus essentielle. Comment dépasser ces haines ? Est-ce que juifs et musulmans peuvent lutter ensemble ? Et si oui, sous quelles conditions ? On est allé poser ces questions en Suisse et en France à des chercheurs et des chercheuses et à des militants qui, chaque jour, font le choix de ne pas céder à la fatalité. Bienvenue dans ce 3e épisode. Juifs, musulmans, tenir ensemble. Une série documentaire podcast produite et réalisée par Chahut Média, Carole Harari et David Brun-Lambert. Conseiller scientifique, Jonas Pardo. Épisode 3. Lutter ensemble. Avant de regarder ce qui bloque, arrêtons-nous sur ce qui existe déjà. En fait d'abord, en France comme en Suisse, nombre de Juifs sont originaires d'Afrique du Nord ou du bassin méditerranéen. Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte. Ils sont arrivés dans les années 50 et 60, au même moment où s'intensifiait l'immigration ouvrière maghrébine dans l'Hexagone comme en Romandie. Même pays, mêmes années, et parfois les mêmes villes d'origine. Ce que décrit David, c'est en grande partie mon histoire. Je suis séfarade, mes parents sont arrivés en Suisse depuis la Turquie et l'Égypte. Quand j'entends parler de juifs et de musulmans comme s'ils venaient de 2 mondes étrangers l'un à l'autre, ça me semble faux. Moi, je viens justement d'un monde où ces 2 communautés étaient intimement liées. Et c'est l'une des premières choses dont on a parlé avec Hamza Esmili quand on l'a rencontré. C'est quelque chose que je fais beaucoup avec des amis, Jonas étant l'un d'entre eux, mais de effectivement comparer beaucoup la trajectoire de ces groupes et les formes de racisme auxquelles ils ont à faire face. Hamza Esmili, anthropologue des religions, spécialiste de l'islamophobie et des minorités musulmanes en Europe, Université de Lausanne. Je crois que c'est très important parce que, alors, il y a plein de choses en commun, évidemment. Le premier étant le caractère minoritaire de ces groupes, évidemment. Il y a parfois même des trames communes en fait en termes d'origine même en fait. Vous savez, c'est très frappant, mais après la Shoah, les communautés juives françaises ont été revitalisées par l'afflux de communautés juives essentiellement maghrébines, et c'est aussi le moment où l'immigration post-coloniale ouvrière maghrébine musulmane prend son essor. Donc il y a aussi un parallèle. Alors là, ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais il y a un parallèle qui se fait d'emblée, et donc des stratégies d'intégration qui sont tout à fait différentes. Donc en fait, évidemment que c'est une histoire qui est entremêlée, qui est enchevêtrée plutôt, disons. Et effectivement, là, il y a des choses qui sont communes, mais il y a aussi des choses qui sont très différentes. Pour savoir comment juifs et musulmans vivent vraiment ensemble aujourd'hui, il faut fuir les plateaux télé où des éditorialistes dissertent sur des banlieues où ils n'ont jamais mis les pieds et se rendre dans ces territoires où les 2 communautés cohabitent toujours. Un périmètre comme le 19e arrondissement de Paris, par exemple, ou bien un lieu comme Sarcelles, ville-monde du Val d'Oise, où cohabitent plutôt pacifiquement 60 000 personnes originaires du monde entier, toutes religions confondues, parmi lesquelles juifs et musulmans. C'est ce qu'a fait Nona Meyer. On voyait que juifs et musulmans du quartier partageaient beaucoup de choses en commun. Ils avaient le sentiment d'être des minorités et d'être perçus comme tels, voire discriminés comme tels. Et il y avait un sentiment d'une possible solidarité. Nona Meyer, sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de sociologie électorale, de l'extrême droite, du racisme et de l'antisémitisme. Ensuite, il y avait le sentiment qu'ils étaient pratiquants, plus pratiquants que la moyenne du quartier, beaucoup plus pratiquants que les autres religions. Et troisièmement, ils avaient le sentiment qu'ils avaient en commun d'être un tout petit peu plus conservateurs quand il s'agissait du droit des femmes,
ou des droits des gays. Ils avaient ça en commun. Et une pratique plus exigeante, plus rigoureuse que la moyenne. Et là, il y avait des terrains d'affinité. Et puis, il y avait des terrains de conflit. Ça, c'est si on parlait du conflit israélo-palestinien, si on parlait de la colonisation, des droits des colonisés. Bon, là, on sentait qu'il y avait des petits terrains de conflit. Mais il y avait des questions, qui posaient sur l'importance de faire face aux discriminations. La majorité des deux, juifs musulmans, étaient pour. Et puis, il y avait l'idée que juifs et musulmans avaient un héritage culturel commun. Et la majorité le disait aussi. Et dans la vie quotidienne, c'était plus compliqué. Autrement dit, il y a des moments où on se tape dessus en fonction de l'actualité, et puis il y a des moments où on vit très bien ensemble. Donc, c'est peut-être plus difficile maintenant, à cause de la polarisation qu'a entraîné le massacre du Hamas et la riposte israélienne. Donc là, aujourd'hui, on est dans une polarisation qui fait que on est d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est très difficile de dialoguer dans ces conditions. Pourtant, il y a des gens qui essaient de le faire. Cette intrusion du conflit, Monique Ekman la met au cœur de son analyse. Sociologue, professeure honoraire de la Haute École de Travail Social à Genève, elle travaille depuis des années sur les dynamiques entre groupes et sur la lutte contre le racisme. Pour elle, avant de parler d'alliance ou de blocage, il faut d'abord remettre les choses à leur place. D'une part, il y a, et tout le monde le sait, il y a l'intrusion du conflit israélo-palestinien qui fait intrusion dans tout ce qui se passe hic et nunc aujourd'hui autour de l'antisémitisme. Mais c'est quelque part, je ne sais pas s'il faut dire un trompe-l'œil ou c'est une erreur, parce que ce qu'on vit ici, on le vit ici. Alors, il y a des similitudes entre les deux groupes, mais il y a aussi des grandes différences. Bon, la première grande différence est déjà quantitative. Il y a très peu de juifs en Suisse ou en Europe et il y a beaucoup de musulmans. Mais vivent des discriminations, des persécutions un peu semblables. Et en France, il y a des chercheurs qui disent qu'en fait, l'intégration des juifs a précédé l'intégration, en tout cas des arabo-musulmans, parce que nous en Suisse, on n'a pas que des arabes musulmans, de 2 générations au moins. Donc, au fait qu'il y a une histoire différenciée. Il y a une autre grande différence, à mon sens, c'est que les juifs sont par excellence l'autre de l'intérieur, et les musulmans étaient longtemps, par excellence, l'autre de l'extérieur. Et maintenant, les deux groupes sont là, et vivent les deux des expériences qui, sans conflit israélo-palestinien, sont déjà suffisamment significatives pour qu'on se parle de tout ça. La condition partagée existe, les points de contact aussi. Alors pourquoi ce n'est pas plus simple ? Pour Rokhaya Diallo, la lutte commune n'est pas seulement possible, elle est nécessaire. Moi, je pense qu'on peut tout à fait lutter ensemble. Je pense que c'est illusoire de penser qu'on peut avoir le même degré de sensibilité et d'expertise sur tous les racismes. Nécessairement, quand on est ciblé par une forme de racisme, on le perçoit avec plus d'acuité. Rokhaya Diallo, journaliste, autrice, réalisatrice, militante antiraciste et féministe. Et on y porte une attention différente, c'est normal et c'est humain. Maintenant, ça n'empêche pas de pouvoir être sensible à d'autres formes d'exclusion, à d'autres formes de racisme et à réfléchir. Et je pense que même stratégiquement, on y a intérêt. J'ai réalisé il y a 3 ans maintenant avec David Ribojad un documentaire qui s'appelle Destin croisé, solidarité entre juifs et noirs aux États-Unis. Des juifs et des noirs se sont mobilisés ensemble pour lutter contre le racisme, contre la ségrégation et aussi contre l'antisémitisme notamment. Alors c'était pas tous les juifs, c'était pas tous les noirs, c'était quelques-uns dans chaque communauté. Mais ça a compté, et pour moi, ce sont des exemples qui doivent servir d'inspiration. Et je crois, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que la suprématie blanche a intérêt à ce qu'on soit divisé. Elle a intérêt, effectivement, à ce qu'on ait l'impression que nos combats sont antagonistes. En fait, quand on entend des gens être islamophobes, faut pas se sentir protégé parce qu'on est juif. Et inversement, quand des gens sont antisémites, il faut pas qu'on se sente protégé parce qu'on est musulman, parce qu'on n'est pas juif. Je pense que ça vise tout le monde. Ça me fait toujours un petit peu de peine de voir que des personnes s'imaginent que le RN n'est qu'islamophobe, par exemple. Je vois pas, en fait, comment on peut imaginer qu'un parti qui a été fondé par des nazis, par des nostalgiques du Troisième Reich, se contente aujourd'hui d'être seulement hostile à l'immigration et d'être seulement hostile aux musulmans. Oui, je crois vraiment qu'on a vraiment, vraiment intérêt à lutter ensemble.
En fait, je pense que la bonne manière de lutter contre l'islamophobie aujourd'hui, c'est de spécifier l'histoire des persécutions juives. Milo Lévy-Bruhl, philosophe politique, spécialiste de l'histoire juive et du socialisme français. Je pense que les Juifs ont éprouvé au XXe siècle, en France, dans leur chair, dans leur existence collective, ce que c'était qu'une société moderne et démocratique qui s'émancipait totalement de toute responsabilité vis-à-vis des minorités. Et la société française, par exemple, a bougé, disons, dans son rapport aux minorités, sur la base du constat qu'en effet, elle avait failli avec les Juifs. Et aujourd'hui, l'extrême droite a une stratégie politique qui me semble assez explicite, qui consiste à dire, pour pouvoir s'en prendre aux musulmans, en tant que minorité, il faut dire que, en fait, la France n'a pas failli dans sa défense des minorités. Donc c'est tout l'enjeu pour Zemmour d'expliquer que Pétain a sauvé des Juifs, etc. C'est que de dire que c'était pas grave, qu'on en fait trop, etc. ouvre la porte à la persécution des musulmans. Et c'est pour ça que je dis que la bonne manière de lutter contre l'islamophobie aujourd'hui, c'est au contraire de remettre le tabou qui a pu exister à un certain moment en France après la Seconde Guerre mondiale sur les politiques vis-à-vis des minorités. Et pour ça, il faut rappeler ce qu'a été la persécution des Juifs. Et en fait, aujourd'hui, on a un peu la dynamique inverse. C'est-à-dire, on a des intellectuels, des journalistes, des militants, etc., qui expliquent assez régulièrement que les musulmans sont les Juifs des années 30. Mais en fait, l'effet est totalement contre-productif. En fait, vous participez de la relativisation des persécutions qui ont été les ressorts moraux, la prise de conscience de ces persécutions a été les ressorts moraux pour améliorer les droits des minorités en France. Ce que dit Milo Lévy-Bruhl vaut au-delà du cas français. Minimiser la persécution d'un groupe, c'est affaiblir ce qui protège tous les autres, en Suisse comme en France. Et cette spécificité de la mémoire juive, justement, certains la prennent pour un privilège. Jonas Bardot. Il y a une idée qui est beaucoup en circulation, qui participe de cette mise en compétition. C'est l'idée que les Juifs seraient plus protégés que les autres. Le problème, c'est qu'elle est à la fois vraie et fausse. Jonas Bardot, directeur de l'association Boussole Antiraciste et formateur à la lutte contre l'antisémitisme. Oui, la Shoah est plus reconnue que d'autres crimes contre l'humanité, c'est vrai. Mais la raison qui fait ça, c'est pas que les Juifs seraient les chouchous de la République, c'est qu'il y a eu un combat mené par les survivants, par les descendants des survivants, par des scientifiques, par des avocats. Il y a eu une traque de nazis à l'échelle mondiale, des procès qui ont fait, mais aussi des artistes, des grands films qui ont permis de faire en sorte que la Shoah trouve sa place dans la discussion publique. Il a fallu 50 ans, entre 1945 et 1995, pour que cette histoire soit reconnue. Donc c'est bien du fait de l'agentivité de la minorité juive que l'injustice a été reconnue, pas du fait qu'ils subiraient un traitement préférentiel. Par ailleurs, d'autres minorités se servent de ces combats pour faire reconnaître les injustices que leurs ascendants ont vécues. C'est le cas, par exemple, avec le génocide des populations voyageuses, nomades et forains, comme on disait à l'époque, et qui profitent, je dis ça de manière positive, de l'expérience des combats pour la mémoire de la Shoah. Reste à savoir où ce dialogue peut se tenir, dans quel espace. Milo Lévy-Bruhl. C'est très profitable de réussir à parler de ces expériences, des expériences comme des expériences de groupes sociaux. Dans ce dialogue, ce qui est très profitable, c'est de s'émanciper de l'attente qu'on pense devoir intégrer quand on s'inscrit dans un espace discursif où le point de vue des non-juifs et des non-musulmans, le point de vue des majoritaires, en fait, est dominant, est présent. Parce qu'en fait, c'est un point de vue qui organise des rôles entre les groupes. Et s'affranchir de cet espace discursif-là, c'est engager un dialogue sur la base d'expériences qui sont beaucoup moins lestées des attentes que le groupe majoritaire projette sur des groupes minoritaires. Je pense qu'il y a des nœuds qui peuvent être dénoués en se situant dans cet espace-là de conversation.
Cet espace, débarrassé du regard majoritaire, reste à savoir ce qu'on y fait. Pour Monique Ekman, on commence par le plus concret. Une des choses qu'on devrait vraiment se raconter, c'est nos expériences de microagression au quotidien. Qu'on vit ici, qu'on est citoyen d'ici, et puis qu'on doit tout le temps se justifier pour ce que font soit un gouvernement israélien là-bas, soit des mouvements islamistes là-bas, et puis qu'on est sous soupçon d'être des supporters de gens qui mènent la guerre ailleurs. Alors qu'on vit ici. Donc on est toujours sous suspicion, on doit toujours se justifier. Et en fait, on nous accuse, les uns comme les autres, et ça mériterait qu'on se raconte un peu nos histoires, d'être nous-mêmes les fauteurs de l'antisémitisme et du racisme anti-musulman. De l'antisémitisme à cause de la politique israélienne et le racisme anti-musulman à cause des foulards, à cause de l'islamisme, à cause de etc., etc. Donc, ça vaudrait déjà la peine de partir des expériences au quotidien, de les entendre, de les écouter ensemble, et puis ensuite de voir quel type d'alliance et de stratégie et de solidarité on pourrait construire, parce qu'en fait, il s'agit d'être solidaire entre minorités, mais c'est tout à fait basique. À l'instar des formations assurées par l'association La Boussole Antiraciste en France, il existe en Suisse des séminaires consacrés à la lutte antiraciste à destination des syndicats, des journalistes, des acteurs du milieu de la culture, des militants associatifs ou encore des citoyens. Amir Dziri sur ce point. Il y a une grande demande aussi envers le monde académique de traiter ces questions de manière différenciée. Amir Dziri, directeur du Centre suisse Islam et Société, Université de Fribourg. D'essayer de sortir de la polarisation des discours polarisés et d'offrir une analyse différenciée. Donc, si on regarde dans la recherche, on constate que les analyses différenciées, elles existent, elles sont là, mais peut-être après c'est aussi une question de vulgarisation. Et là, je crois que c'est très important d'offrir aussi quelque chose de la part du monde académique. Et de l'autre côté, en ce qui concerne surtout le dialogue judéo-musulman, je crois là, c'est des raisons qui sont assez similaires, donc d'essayer d'ouvrir des possibilités de compréhension mutuelle, de vraie compréhension, parce qu'on tombe encore une fois facilement dans des discours très polarisés. Souvent, il y a aussi un manque de connaissances des différentes communautés, des préoccupations, des trajectoires historiques, des expériences, des émotions. Et c'est très important de faire un tel travail pour créer des possibilités de se solidariser aussi avec les préoccupations de l'autre. Ce dialogue existe en Suisse, mais il reste à la marge. Pour Amir Dziri, c'est bien là tout l'enjeu, le ramener au premier plan. Évidemment, il y a certaines conditions peut-être, et je dirais une condition importante, c'est une vraie solidarité, un sentiment de vraie solidarité pour l'autre. Je crois c'est que une solidarité authentique qui peut amener aussi à un lien très fort de respect mutuel. Donc je crois que ça c'est déjà important, être dans l'écoute, dans la compréhension pour les émotions, les expériences de l'autre. Et comme ce sont souvent des expériences très douloureuses, c'est quelquefois aussi très difficile de supporter ces expériences. Et surtout si les deux partenaires dans un dialogue, ils ont subi par exemple des expériences douloureuses. Et quelquefois, on constate que c'est très difficile d'accepter les émotions, les récits, les expériences douloureuses d'une personne si moi j'ai mes propres expériences douloureuses. Il faut, de mon avis, complètement distinguer le dialogue construit entre groupes en conflit, qui ont un conflit entre eux, et puis un partage d'expériences ou un dialogue entre groupes qui sont peut-être un peu en conflit, mais qui ne sont pas la cause de l'un de l'autre. Les juifs et les musulmans vivent des discriminations, un racisme anti-juif, un racisme anti-musulman, sans que ça soit
la responsabilité de l'autre. Ce n'est pas la faute aux Juifs s'il y a un racisme anti-musulman, et c'est pas la faute des musulmans s'il y a un racisme anti-juif. Il est bien plus ancien que la présence des musulmans en Europe. C'est vraiment un faux prétexte d'attribuer ça aux musulmans. Donc c'est pas vraiment des groupes en conflit, et il n'y a pas de conflit objectif. Peut-être un peu de concurrence, de mémoire des victimes, etc. Mais de ça on peut parler. Donc il s'agit pour moi d'un partage d'expériences, et peut-être il faut commencer par le petit et trouver des personnes qui sont d'accord de se réunir, juste un peu de l'intérêt pour l'autre. Voilà. C'est autre chose que des groupes qui ont un conflit direct, comme c'est le cas entre les Israéliens et les Palestiniens, et qui le vivent en plus sur place. Et les chercheurs qui sont dans ce qui est appelé Peace Education, et que je préfère nommer transformation de conflit, parce que éducation à la paix, ça fait un petit peu soyez gentils, aimez-vous, et ce n'est pas du tout ça. Alors amener des groupes comme ça à dialoguer, il faut une structure, un cadre égalitaire. Et une fois qu'on a ça, il y a comme ça des 4 dimensions, je dirais, incontournables. Et la première dimension incontournable, c'est d'abord que le dialogue, c'est de l'écoute. Et c'est pas seulement de parler. Et de reconnaître la légitimité du narratif de l'autre, de ne pas lui contredire, et le narratif collectif de l'autre. De ne pas contredire, non, c'était pas comme ci, comme ça. Chacun a sa version de l'histoire, et il faut reconnaître la légitimité de chacun, de sa façon de raconter son histoire. Voilà, ça c'est la première dimension, et c'est pas facile. La deuxième, c'est qu'on se penche de façon critique sur sa propre contribution au conflit. Qu'on sorte un peu de l'accusation, oui, mais ils ont fait ceci, oui, ils ont fait ça, mais qu'est-ce que nous on a fait pour alimenter le conflit, et puis voilà. Et la troisième dimension, c'est de reconnaître la souffrance de l'autre. Dans l'absolu, la souffrance n'a pas de hiérarchie. La souffrance est absolue. Il y a une hiérarchie des crimes et des tribunaux, mais il n'y a pas de hiérarchie des victimes et de leur souffrance. La souffrance est totale. Et puis quatrièmement, un engagement dans des activités non violentes. Parce que si on est engagé dans des activités violentes, on détruit tout ça. Et une des règles de base, c'est que ces groupes de dialogue soient donc modérés par 2 protagonistes, un protagoniste de chaque groupe, et puis qu'on fasse un long processus. Ces 4 points dont parle Monique Ekman, et qui sont posés comme des impératifs dans le cadre de résolution de conflits, eh bien on peut aussi les adapter dans le cadre de tentatives de reprise de dialogue entre juifs et musulmans, ici. À Zurich, c'est bien ce que pratique l'Institut pour le dialogue interreligieux qui s'emploie à promouvoir la compréhension mutuelle et le vivre ensemble dans une société plurielle. On y a contacté Dina Willer et Hanan Salamat, toutes 2 spécialistes des sciences culturelles et religieuses. Vielleicht fange ich gleich an und erkläre so ganz allgemein, was wir machen, weil uns vielleicht auch nicht alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen. Je vais peut-être commencer par expliquer de manière générale ce que nous faisons, car toutes les auditrices et tous les auditeurs de ce podcast ne nous connaissent peut-être pas. Nous travaillons pour l'Institut zurichois pour le dialogue interreligieux. C'est une fondation qui existe depuis 30 ans. Souvent, il y a un malentendu autour du terme dialogue interreligieux. On pense qu'il s'agit d'un échange théologique. Mais le travail de Hanan et le mien porte surtout sur des questions sociopolitiques qui concernent les communautés juives et musulmanes. Das sind aber oft auch Menschen, die selbst Nous faisons 2 choses. D'une part, un travail communautaire. Il s'agit d'autonomiser les personnes touchées en raison de leur identité par l'antisémitisme ou le racisme anti-musulman. Nous voulons sortir du mode réactionnel. Nous voulons que ces personnes puissent déterminer elles-mêmes quels sont les sujets qui les préoccupent et comment elles souhaitent en parler. Nous brisons cette pensée homogénéisante, les musulmans pensent ainsi, les juifs pensent ainsi, et forcément en opposition. Or, c'est plus complexe. Penser ensemble, sans confondre, c'est exactement le pari que font Dina Willer et Hanan Salamat dans leur travail d'éducation politique. Dans notre travail,
nous essayons de penser ensemble l'antisémitisme et le racisme anti-musulman, notamment dans le cadre de l'éducation politique. Cela a du sens pour expliquer les mécanismes. Logique du nous contre eux, stigmatisation, attribution de caractéristiques collectives, scénario de menace, mythe complotiste. Il existe aussi une dimension d'instrumentalisation politique. Protéger les juifs mais surveiller les musulmans. Présenter l'antisémitisme comme un problème spécifiquement musulman ou importé. Ces récits médiatiques et politiques existent et ils empoisonnent la possibilité de toute alliance. Des vécus qui se ressemblent, mais des histoires différentes. Pour Dina et Hanan, cet écart n'est pas un problème, c'est même là que tout commence. Il ne faut pas tomber dans une logique de fausse symétrie. Je peux parler de racisme que si je parle aussi d'antisémitisme, ou inversement. Cela relève d'une neutralisation. Cette idée qu'on ne peut aborder un sujet sans aborder l'autre montre combien juifs et musulmans sont perçus comme deux pôles opposés. Nous cherchons à nommer et déconstruire cette logique. Après le 7 octobre 2023, il est devenu difficile d'aborder frontalement les thèmes d'antisémitisme et de racisme anti-musulman, tant les émotions étaient fortes. Et il fallait clarifier les objectifs plutôt que d'imposer des formats. Les alliances juives musulmanes sont essentielles, mais dans un contexte de blessures profondes et de ruptures collectives, il est plus difficile de les construire. Les ressources manquent également. Une stratégie a été d'aborder indirectement ces enjeux, par exemple via la culture de la mémoire. Examiner l'histoire suisse, colonialisme, politique d'asile pendant la Seconde Guerre mondiale, permet de comprendre les racines de certains imaginaires antisémites ou anti-musulmans, sans entrer immédiatement dans des confrontations identitaires. Il est aussi essentiel de rappeler que ce travail reste marginal et peu financé publiquement. Tout ça ne vient pas tout seul. Dina et Hanan savent à quel point c'est difficile. Mais elles continuent. Wir sind in polarisierten Zeiten. Wir sind in Zeiten, wo alles was neu ist, alles was irgendwie Nous vivons des temps polarisés et marqués par les crises. Les personnes juives et musulmanes portent des blessures historiques liées à l'exclusion et à la discrimination en Europe. Il existe un écart entre les promesses d'égalité et de sécurité et leur réalité. Cela engendre un sentiment d'impuissance. Beaucoup se replient, soit dans l'isolement, soit dans des cercles homogènes, ce qui renforce la polarisation. Pourtant, l'avenir ne se construit pas seul. Il dépend de notre capacité à agir ensemble. Malgré les blessures, il est essentiel d'oser entrer en relation. Chercher des connexions, même dans l'incertitude, est fondamental pour préserver notre capacité d'action démocratique face à la polarisation. On est parti de cette conférence à la Maison Rousseau, dont on a parlé dans le premier épisode, où on a été témoin d'un dialogue impossible. Les concurrences entre antisémitisme et islamophobie sont bien installées dans les espaces militants et politiques, et elles empêchent les minorités de gagner des droits et du pouvoir d'agir. On a vu comment les partis politiques de plusieurs bords profitent de la polarisation. 3 épisodes plus tard, on commence à dresser quelques pistes pour dépasser cet état du débat public. Ce qui nous a frappé en réalisant cette série, c'est cet écart immense entre ce qui se vit dans les relations quotidiennes, où la parole circule, même quand elle est difficile, et ce qui se joue dans le débat public, sur les réseaux et dans certains espaces militants, où il faut choisir un camp. Et ce qui rend l'échange possible, malgré tout, n'a rien de spectaculaire. C'est de prendre le temps de se parler. Pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, avec l'idée que l'autre a quelque chose à dire qu'on ne sait pas déjà, et aussi que notre propre douleur nous empêche d'écouter celle de l'autre. Se parler, oui. C'est certain, il y a des conditions pour que ça fonctionne. Déjà, que les minorités puissent dialoguer en s'affranchissant des attentes du groupe majoritaire, sans donner de gages. Comme l'ont dit nombre de nos intervenantes et intervenants,
il faut que musulmans et juifs se parlent directement. Ce qu'on a appris en réalisant cette série, c'est que la solidarité n'est pas une utopie, qu'elle a déjà lieu, qu'elle peut et doit continuer d'avoir lieu. Alors oui, la solidarité entre groupes existe, souvent loin des micros, des caméras, des débats, et elle débute et s'ancre toujours de la même manière, par le dialogue. Chahut Média tient à saluer l'ensemble de celles et ceux qui ont accepté de participer à cette série podcast. À elles et eux, nos remerciements les plus chaleureux. Juifs, musulmans, tenir ensemble. Une série documentaire podcast produite et réalisée par Chahut Média, Carole Harari et David Brun-Lambert. Conseiller scientifique, Jonas Pardo. Avec le soutien du SLR, Service de lutte contre le racisme, du Bureau d'intégration et de la citoyenneté de l'État de Genève et du Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme de l'État de Vaud. Et avec le soutien du service Agenda 21, Ville durable.